Après avoir essayé de nous vendre Dominique de Villepin, Edoui Plenel essaie de nous revendre Olivier Faure. C'est toujours un grand écart, moi, qui m'énerve avec Mediapart. Mediapart, c'est un article sur deux, je me dis, oh putain, quel banger, il n'y a que eux qui font ça. Et un article sur deux, je me dis, putain, faut que je me désabonne de ce truc. C'est vraiment des atlantistes et tout, ils sont anti-Mélenchon et tout. Ça m'énerve, tu vois. Et là, on est sur cette partie-là. Il y a eu donc un article qui est sorti dans Mediapart. Et Edoui Plenel en fait la pub, et c'est un article, une interview d'Olivier Faure, où Olivier Faure nous explique voilà, qu'il est contre l'hyper-présidentialisme représenté notamment par Mélenchon. Bon, c'est pas trop d'où ça sort. Et donc, du coup, on va essayer de lire et d'analyser cet article pour savoir, un, ce que trafique Mediapart, et deux, ce que trafique Olivier Faure, qui peuvent être deux versions d'une gauche CIA, hein, les deux. Hein. Donc, C'est dans ça. leur, dans Deux leur pire agents. œuvre, ça peut être ça, quoi. Surtout quand il y a Glucksmann qui est derrière le PS. Chris, comment ça va? Est-ce que tu te sens prêt à analyser tout ça? Ça va, ça va. Tu sais qu'Edoui Plenel et moi, on a un point commun. Nous sommes tous les Ah, deux nés à Nantes. Voilà, donc ça me fait pas plaisir. un point commun avec Pascal Pro aussi, ou pas? Et Pascal Pro et François Bigodeau. Je sais pas s'il est né à Nantes, François Bigodeau. Mais c'est le seul et unique point commun que nous avons, parce que cet homme a commencé son parcours chez les trotskistes, ce qui n'est pas mon cas. Donc voilà. Toi, t'as commencé ton parcours piolet à la main? C'est ça, exactement, la division Ramon Mercader du MJS, mais bon, on en reparlera une autre fois. Mais non, c'est intéressant parce que Plenel, il a une vraie histoire. Moi, pour info, je commence à connaître Plenel quand il est au Monde. Je suis vieux maintenant. Et vraiment, Plenel, on parle de. Il a essayé de nous vendre Villepin il n'y a pas longtemps avec sa grande interview. Mais en fait, il faut savoir que l'amour Villepin-Plenel, il est très vieux. Plenel était déjà derrière Villepin quand il y avait une guerre entre Villepin et Sarkozy en 2005 pour la candidature post-Chirac. Donc, c'est un. Donc, ça fait De toute 20 ans façon, maintenant. Mediapart, bon, à l'époque, du coup, je sais pas quand est-ce qu'il a rejoint Mediapart, Plenel, je pensais Il qu'il l'a l'avait fondé fondé. d'ailleurs. Il l'a Oui, fondé. Il l'a fondé, ouais. Et bah alors, Mediapart, parce que tu dis, je l'ai connu quand il 2008. était. 2008, c'était en 2008 qu'il a fondé Mediapart. Donc Mediapart, c'était un petit peu après. Attends, il y a un truc qui doit me manquer, moi, parce que j'ai regardé le documentaire justement de Mediapart sur l'affaire Sarkozy. Ouais, Et ils disent quoi? Et ils disent que, en gros, ils faisaient des recherches sur les financements de ouais, baladures en 95 déjà. Mais ça. du coup, quand ils disent qu'ils faisaient des recherches, c'est qui? C'est pas Mediapart? Non, non, il était au Monde. Il était journaliste au Ah, Monde. c'était C'est ça. Plenel qui faisait ça? Bah, je sais pas, il devait en faire partie, ouais, de Je sais pas, cette parce que c'était enquête sur Fabrice les. Arfi qui disait ça, et Ouais, puis un autre c'est ça. journaliste. Si ça se trouve, c'était les journalistes qui le faisaient, mais pas Mediapart. Je croyais que c'était Mediapart qui existait, moi, depuis les années 90, tu vois. Non, 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 c'est 2008, Mediapart, et ils ont toujours eu cette volonté d'enquête, etc. Et déjà, quand il était au Monde, les enquêtes ont dû se poursuivre, parce que quand tu parles en plus de l'affaire Sarkozy, les vieilles affaires des frégates de Taïwan, ça se recoupe. Et les journalistes indépendants font des enquêtes indépendantes. Un qui était très important là-dedans, qui avait fait ça, qui est très connu aujourd'hui, c'était l'affaire Clearstream, tu sais, de Denis Oui. Robert. Lui, il faisait ses enquêtes indépendamment, puis après, il les vend à des journaux, tu vois. Donc c'est un peu ce truc-là. Donc Plenel, c'était vraiment le gars du monde. Voilà. Et c'est vraiment le. Mais tu sais, quand on a parlé des trotskistes et de, comment dire, leur tournant un peu atlantiste, néolibéral, bah pour le coup, là, Plenel, c'est vraiment un des cristals purs de ça, quoi. Bah, leur tournant atlantiste, ils ont toujours plus ou moins été anti-soviétiques. Non, mais je veux dire, Oui, oui, pas oui. forcément atlantistes. Je dis pas que les trotskistes sont atlantistes au premier degré, même si Plenel, je pense que si, tu vois. Mais en étant anti-soviétique pendant la guerre froide, de fait, tu te retrouves souvent à être un peu atlantiste, tu vois. C'est pas. Et C'est en même clair. temps, tu les comprends dans leur position aussi. Moi, je pense que c'est une position qui, historiquement, est délétère pour le mouvement communiste mondial, mais je comprends leur position, tu vois. Donc voilà, il était déjà pas loin de Villepin. Et c'est intéressant parce que de passage de Villepin, qu'il aime toujours bien, on l'a vu dernièrement dans un très grand entretien, très très consensuel avec lui, je sais pas, ça devait être fin de l'année dernière, fin 2024, on retrouvera ça. Et le passage à Fort, en fait, les deux sont largement interchangeables. À savoir qu'ils ont à peu près la même ligne d'ailleurs, même sur ceux qui pensent sur la Palestine, ils ont la même ligne. Il y en a un qui est un pleutre et l'autre qui est un peu plus courageux, mais au final, ils ont la même ligne. Un peu à deux États, un peu d'indépendance, etc. Voilà. Faure est un pleutre, donc il n'a rien osé dire après le 7 octobre. Villepin, c'est un petit peu plus de haut de sa grandeur, voilà, mais ils n'ont pas une vision géopolitique très différente. Donc le passage de l'un à l'autre, Faure-Villepin, pour moi, c'est le passage d'une noisette centre-droit à une noisette centre-gauche. Tu vois, les deux valent 2-3%. Voilà, Ouais. donc... Je pense qu'en géopolitique, quand même, Villepin est plus courageux que Faure. Ouais, Je pense pas il a que Faure plus se de serait connaissances. opposé à la guerre en Irak, tu vois. Alors,
Alors là, c'est vraiment de l'Uchronie. Hein. Si C'est fort était né. fort sous un Mitterrand, enfin, tu vois, ou sous un Chirac 2003, tu vois, c'est aussi porté par un Chirac qui était encore dans le gaullisme, tu vois. C'est un suiveur, quoi. Effectivement, peut-être que Villepin a un petit peu plus de culture et de vue, je suis d'accord, que Faure. Il a un peu plus une stature d'État, Villepin, qu'Olivier Faure. Mais clairement, pour moi, il y a plus de différence fondamentale entre Mélenchon et Faure Ah oui. qu'entre Ah bah Faure et oui, Villepin, c'est sûr. tu vois. C'est sûr, c'est sûr, Voilà. c'est sûr. Et même, j'irais même, les gens qui aiment bien Mélenchon et qui disent Villepin est pas mal, bah en fait, vous allez vous rendre compte sur plein d'autres sujets, peut-être comme tu dis, la géopolitique et la vision de la France dans le monde. Tu vois, ça, c'est les gaullistes, ils ont ça, une certaine. Nous, on lui avait proposé un vrai nom de parti. Il a choisi un truc moyen, mais nous, on a une certaine idée de la France. Tu vois, c'était vraiment le nom de parti qui lui allait bien. Tu vois, ce que n'a pas Fort. Lui, il a une certaine idée de rue Solferino. Tu vois, c'est pas la même chose, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bon, on va partir du coup sur cet article de Mediapart, deux tweets d'Edoui Plenel pour nous vendre cet article. Voilà. Le Alors, qui premier n'est plus à tweet, Mediapart, hein, qui ne fait oui, plus oui, oui, qui est partie. plein de Ouais. Mediapart. Non, mais on le précise. Mais Je juste pour partage quand même finir, en beaucoup de fait, Mediapart. Ouais. en tout cas, c'est vrai que Plenel on va le voir là-dedans, bien incarner cette deuxième gauche dont on parle souvent et qu'il va falloir affronter. Ouais, ouais. Il est plus à Mediapart comme Cazeneuve n'est plus au PS. Plenel. Très Il est bonne, plus, mais il est quand même. très, Tu vois. très bonne analogie. Il a peut-être jamais eu autant de poids que depuis qu'il y est plus, tu vois. Procès en trahison du reste de la gauche, difficile chemin de la suspension de la réforme des retraites, risque de renforcer l'extrême droite. Quelques jours après le choix de l'annonciation, le premier secrétaire du PS s'explique dans Mediapart. Et là, il met une citation d'Olivier Faure. Ceux qui cherchent à avoir la peau du président, qui s'appelle Philippe ou Mélenchon, veulent revenir à une sorte d'hyper-président. Moi, je veux qu'on affaiblisse la fonction présidentielle au profit du Parlement pour en tirer un bénéfice. C'est n'importe quoi. Je veux dire, Mélenchon a une ligne de 6ème République et d'affaiblissement du président. Je suis pas persuadé qu'Olivier Faure ait une ligne comme ça. Et en tout cas, le PS a quand même donné Mitterrand, tu vois, qui est quand même pas un type qui n'a pas usé de la fonction présidentielle de la 5ème République, et même Hollande qui a aussi usé de la fonction présidentielle de la 5ème République. Donc c'est quand même une Mitterrand, énorme dinguerie de dire ça. Hein. Mitterrand, le plus gros hypocrite sur la 5ème République, parce qu'il a écrit le meilleur livre critique de la 5ème République qui s'appelle Le coup d'État permanent, en 58, quand le général de Gaulle est revenu. Et quand il a été élu en 81, il a eu cette phrase, mais vraiment de traître cynique. Ce costume, en parlant de la 5ème République, n'a pas été taillé pour moi, mais il me sied très bien. Tu vois, c'est. La phrase est drôle quand même. La phrase est, bah, c'est un type brillant, hein, c'est un peu brillant dans la traîtrise. Mais oui, c'est intéressant, parce que là, je vais défendre presque le présidentialisme populiste de la 5ème. Quand il est au-dessus des partis transpartis, pour moi, c'est vraiment une espèce de truc supra-bourgeois, presque monarchiste, tu vois. Mais, et ça, c'est l'idée de Mélenchon, beaucoup moins que celle d'Édouard Philippe, je pense, c'est aussi un moyen, peut-être pour le peuple, de s'enferrer dans une faille pour casser un peu les institutions. C'est-à-dire, à un moment donné, c'est le pari de Mélenchon, le moment populiste où tout converge vers la présidentielle et c'est tellement fort que si tu fais élire quelqu'un qui est vraiment dans la rupture, là, tu as toutes les manettes pour transformer, tu vois. Alors qu'en fait, cette fausse truc du Parlement, ça aussi, il faut faire cette critique de soi-disant le Parlement, ce serait plus de la représentation populaire, etc. Tout ça est assez bidon quand on voit les démocraties qu'il y a autour de nous, notamment l'Allemagne, hein, qui est vraiment une démocratie parlementaire, où tu sais, tu votes à droite, tu votes à gauche, mais à la fin, tu as un conciliabule, et puis tu as le centre ou le centre droit qui gouverne. Tu as voté à gauche, puis on te dit, mais non, mais ça, c'est le mode d'élection qui fait ça, etc. Et vraiment, le Parlement bourgeois, avec ses petits arrangements, ses petites coalitions, etc., est vraiment, des fois, bien plus antidémocratique que le côté direct du peuple souverain avec son incarnation, etc. Le problème, c'est que bah, une fois qu'il est élu, il peut faire un peu ce qu'il veut. Donc il faudrait voilà, une 5ème République avec un président mandaté, révocable, voilà, etc. Un parlement du travailleur collectif aussi, hein, Ah ouais, bah comme ça, dirait Michel Clouscar. Oscar, il a carrément raison. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est que déjà, là-dedans, il y a un fond du fond et qui est profondément Plenel. Cette idée comme quoi le parlementarisme serait plus démocratique que le présidentialisme, c'est bidon. Ça dépend, Ça toujours peut-être pareil, moins, qui est au ouais. pouvoir, quoi. Bah oui. Non mais oui, et d'ailleurs c'est intéressant parce que pour faire une parenthèse dans la parenthèse, on l'a vu avec Trump. Trump aux États-Unis n'avait pas tant de pouvoir que ça en 2016, tu vois. Il est arrivé avec un programme, avec machin, on va construire un mur et tout. Et du coup, ça a créé des théories complotistes en mode l'État profond, machin. C'est pas qu'il y a un complot de fous caché. C'est qu'en fait, il y a des structures de pouvoir à l'intérieur des États-Unis d'Amérique
et que les États-Unis d'Amérique, avec leur fonctionnement fédéral, ont moins de dépendance à leur président que la France, tu vois, avec le modèle jacobin français et avec la Ve République. Et donc, pour le meilleur ou pour le pire, la France a un pouvoir extrêmement centralisé qui fait que c'est pas comme aux États-Unis où tu vas avoir la Californie qui va dire ouais, mais si tu fais ça, je me casse, ou des trucs comme ça, tu vois. Il n'y aura jamais en France une région qui dise oui, si vous commencez à être fasciste ou révolutionnaire, on se casse, tu vois. Il peut y avoir des oppositions, hein, c'est pas le problème, mais ça ne reprendra jamais la même forme qu'aux États-Unis, tu vois. Et Trump, il lui a fallu au final peut-être un deuxième mandat, tu vois, pour arriver à commencer vraiment sa politique, tu vois. On voit beaucoup plus sa politique s'appliquer aujourd'hui, et aussi parce que il y a énormément d'élites qui se sont alignées sur son programme libéral, protectionniste. Voilà, il y en a qui ont commencé à aller là-dedans aussi en voyant la faillite et la perte de vitesse et la montée même d'une certaine gauche un peu plus radicale sous Biden, tu vois. Alors que son premier mandat, c'était pas tant ça. Ouais, on est d'accord. Et surtout, tu vois, il y a un truc qui a été fondamental chez Mélenchon dans sa régénérescence, qu'on va dire, quand il a commencé à être critique du Parti socialiste. Moi, là-dessus, j'étais voilà, proche de ça, et à commencer à faire une critique et à en sortir, c'était l'expérience bolivarienne de Chavez, tu vois, qui lui avait échoué dans un coup d'État en 92 et avait réussi à devenir président en 98, se faire élire, tu vois, dans un État vraiment avant qui était au centre du impérialisme américain, mais il avait réussi je dis souvent ça, à troller, c'est-à-dire à prendre le pouvoir normalement présidentiel qui était fait pour tenir la société vénézuélienne et en général les sociétés sud-américaines par des gens voilà, très forts, avec beaucoup de pouvoir fort, et il avait réussi à prendre le pouvoir par les élections et ensuite emmener la constitution bolivarienne, etc. Et je pense qu'il y a cette vision-là aussi dans le présidentialisme, c'est que c'est aussi un moyen, quand il y a une rencontre entre une rupture, un bloc populaire qui porte cette rupture, bah, c'est aussi un moyen beaucoup plus facile que le tampon bourgeois du Parlement, quoi. Donc déjà, cette idée de critique de la présidentielle, il faut toujours voir de quel côté elle se fait. Moi, je veux bien qu'on critique le présidentialisme de Macron quand il sert à être conservateur, mais il est idéaliste en disant qu'il l'est toujours. Voilà. Quand il vient de la gauche, oui, c'est une critique de gauche. Quand il vient de la droite comme Plenel, c'est une critique de droite. Voilà. Bon, on va commencer du coup, titré par Mediapart, une citation de lui-même. Je ne veux ni le chaos, ni la confusion. Procès en trahison du reste de la gauche, difficile chemin de la suspension de la réforme des retraites, risque de renforcer l'extrême droite quelques jours après l'annonce censure. Le premier secrétaire du Parti Socialiste s'explique sur le pari de son mouvement. Un article donc de Mathieu Dejean, Pauline Grohl et Ilyes Ramdani. Dans son bureau de Moissy-Cramayel en Seine-et-Marne, où il nous reçoit vendredi 17 octobre, Olivier Faure revient longuement sur le choix de la non-censure, une décision qu'il n'a pas prise seul et sur laquelle il s'est beaucoup interrogé, dit-il. Alors il dit qu'il ne l'a pas prise seul. C'est même très probable que ça a été pris par d'autres et qu'il se soit rallié parce que c'est un peu une noisette dans l'histoire. Il veut à la fois aller avec l'après et à la fois pas trop se faire baiser par Glucksmann, donc exactement ça. rallier son aile droite. Ce qui fait qu'il a une position qui est dure à tenir, voire intenable. Je te complète, mais tu as tout à fait raison. Il passe son temps à se dire l'aile gauche et à faire que des trucs de droite. Mais ça, c'est l'histoire même du Parti Socialiste, tu vois, à se dire de gauche pour faire des trucs de droite. Et c'était exactement la même chose à son congrès. On a commenté son congrès, aller voir les vieilles capsules. Il se dit l'aile gauche, et au final, il a dû faire de l'anti-Mélenchon, de l'aile droite, etc., pour pouvoir être réélu. Parce qu'en fait, il est minoritaire, pas simplement en termes de vote dans son parti, mais parce que cet espace que des gens essayent de créer, donc ça, c'est vraiment les gens de la primaire, Marine Tondelier, l'après, etc. C'est-à-dire un espace qui serait entre Glucksmann et Mélenchon n'existe pas. Il n'y a pas d'espace entre Glucksmann, je parle bien Glucksmann après la dégénérescence du centre, c'est-à-dire entre le centre-gauche dégénéré là, de Macron et Mélenchon. Il n'y a aucun espace entre ces deux espaces-là. Il y aura un nouveau centre-gauche, post-macroniste, macroniste 2017, Hollande 2012, ouais, tout ce que vous voulez, et un espace Mélenchon, voilà. Entre les deux, c'est le casse-noix. Voilà. Hein, je rappelle, c'est pour ça que Faure, c'est notre valet de la noisette. On le rappelle, c'est le valet de la noisette. Je rappelle que le casse-noix, c'est aussi une phrase qu'avait dit Jean-Luc. Il avait dit en 2017, il faut serrer fort le casse-noix entre Macron et Mélenchon en 2017. Entre les deux, ça fait de l'huile. Voilà, tu vois, c'est ça la phrase originelle. Mais qu'il assume donc ce choix. Le choix de la facilité, c'est la posture, assure le premier secrétaire du Parti Socialiste. Celui de la
la responsabilité est souvent plus compliquée. Il parle comme Elisabeth Borne, hein, ce chien. Hein. C'est vraiment n'importe quoi. Et d'ailleurs, tu dis, c'est un gars qui se dit de gauche qui passe son temps à faire des trucs de droite. Malheureusement, il y a personne qui se dit de droite et qui passe son temps à faire des trucs de gauche en politique. Tu vois, ça n'existe pas, ça. Ça existe dans les pays de la périphérie impérialiste, souvent c'est ça. C'est des gens qui sont élus soi-disant qui sont des potentats, tu vois, et puis qui, une fois au pouvoir, pour rester au pouvoir, jouent le peuple contre leurs sponsors, tu vois. Mais en Ah France, oui. tu vois, dans les pays, ça Oui, existe qui pas. vont nationaliser du pétrole. ou des Voilà, trucs comme ça. exactement, tu vois, Mossadegh, etc. Depuis, le groupe socialiste à l'Assemblée nationale a décidé de ne pas censurer le gouvernement de Sébastien Lecornu, lui octroyant un sursis en échange d'une hypothétique suspension de la réforme des retraites. Olivier Faure est vivement interpellé par des militants et militantes et cadres de partis désarçonnés, mais aussi par des partenaires de gauche souvent sidérés par le choix qui a été fait. Bon, ils décident du coup, Mediapart, de ne pas rappeler que c'est pas une suspension mais un décalage. Après, ils font ce qu'ils veulent. Le PS, qui était parvenu à s'ancrer à gauche depuis 2022, est-il en train de s'égarer sur le chemin du compromis ? C'est pas un compromis, c'est une compromission, mais bon, bref. Non, mais les mots sont choisis. Son premier secrétaire explique à Mediapart la logique de ce choix, qu'il estime encore propice à dégonfler l'extrême droite dans la perspective de la future présidentielle. Ah, c'est sûr que quand la gauche trahit, ça dégonfle souvent l'extrême droite. C'est n'importe quoi. Premier volet d'une série d'entretiens consacrés à la crise politique et à ses répercussions à gauche, lire en boîte noire. Non, mais ce qui est drôle, c'est, tu vois, cette invention. Alors, on a démonté l'invention de Le Pen qui dit oui, mais les déçus de gauche vont venir vers moi. Bon, allez voir nos capsules qu'on a fait avec Zoé. On en a fait 2 récemment là-dessus, à mon avis, qui sont intéressantes. Allez voir dans Position Revue, le numéro 7, on parle de ça. Mais là, c'est encore plus clownesque, pas du. C'est qu'aussi, il y avait des gars qui disaient je votais extrême droite, et maintenant qu'il y a une gauche de centre, je vais voter pour ça. C'est n'importe quoi. Hein. Maintenant que Hollande est back in the game, je vote Hollande, quoi. Ça n'a aucun sens, quoi. C'est vraiment, mais quand tu le dis comme ça, tu comprends à quel point c'est une clownerie, quoi. Mediapart, depuis votre décision de ne pas censurer le gouvernement Lecornu, on a vu des affiches à votre effigie taguées, des militants socialistes exprimer leur colère et leur tristesse, des partenaires à gauche dire leur incompréhension. Ce choix ne vous coupe-t-il pas durablement du reste de la gauche ? Olivier Faure qui répond : ce que je ne voudrais pas surtout, c'est me couper des Français. À quoi aurait conduit une censure, probablement une dissolution ? Est-ce que quelqu'un a un indice qui permet de penser que la gauche en serait revenue triomphante ? Est-ce qu'on est certain que le Parlement serait revenu sensiblement différent de celui d'aujourd'hui ? Est-ce qu'on aurait gagné quelque chose à ce renouvellement ? Est-ce qu'on serait en mesure de peser sur les politiques conduites dès lors que les Français auraient voté un peu plus à l'extrême droite ? Je ne suis pas sûr. Pourquoi il est sûr que les Français voteraient à l'extrême droite s'il y a une dissolution, lui ? Alerte noisette, hein ? Ah, c'est pas le Valais pour rien, hein. Ouais, exactement. Et tu te rends compte que le niveau d'antidémocratie de ces gens-là, le type il dit moi ce que je veux, il commence par ça, ce qui est important pour moi c'est surtout les Français, mais surtout qu'ils ne votent pas. Vraiment, la réponse c'est ça. Le gars il te dit c'est trop bizarre. Hein. Moi je suis un vrai démocrate, l'important pour moi c'est les Français, mais pas de là à leur redonner le suffrage universel et la souveraineté électorale. Mais franchement, mais t'es là. En plus, en plein après le mouvement du 10 septembre et tout, moi je pense que la gauche serait sortie gagnante de cette histoire. Hein. Mais exactement, mais nous on l'a déjà montré, on faudra qu'on fasse cette chose là-dessus. La dissolution s'éloigne, mais elle va peut-être revenir, etc. Et mais même le PS, je pense, serait sorti gagnant. Mais bon. Mais bien sûr. Et d'ailleurs, la gauche ne gagne que quand il y a plusieurs forces. Je rappelle, on va pas le rappeler à chaque fois, mais pendant un moment d'extrême droite très important en France, après 6 février 34, etc., c'est-à-dire les ligues d'extrême droite qui marchaient dans la rue, qui étaient à 2 doigts de faire tomber le Parlement, 2 ans après, le Front populaire a gagné, pas du. Et c'était pas un dispositif, une circo, un candidat de gauche. Ils s'affrontaient entre radicaux socialistes, SFIO et Parti communiste. Chacun y allait avec ses candidats. C'était juste qu'à la fin, ils ont fait une alliance et ils se sont désistés quand il fallait. Donc vraiment, mais c'est faux. Et là, nous, tu te rappelles, on a fait avec Zoé une interview pour se foutre de la gueule de Blast et de leur inculture. Mais là, la réponse, il y a un gars qui vous dit ce qui m'importe, c'est les Français, et qui refuse qu'ils s'expriment par le vote populaire, et ça passe crème, personne dit il n'y a pas un petit problème là, vous nous parlez des Français, c'est vous n'importe quoi. Non mais voilà, vraiment, mais Mediapart, mais cachez-vous quoi. Mais rien n'était joué, vous auriez tout aussi bien pu faire le pari que la gauche serait sortie renforcer de nouvelles élections, donc Mediapart lui dit ça, et lui répond oui, et si ma grand-mère faisait du vélo. Donc c'est des gars, ils sont hommes politiques et ils ne croient même pas en eux-mêmes. Comment voulez-vous qu'ils ne trahissent pas? C'est la folie, hein. Je veux bien, mais je n'en ai aucune assurance. En fait, je sais pas s'il y croit vraiment, mais peut-être qu'il y croit vraiment, parce que tu sais, quand tu regardes tout le temps les chaînes d'infos et tout, ça se trouve, il est dans une bulle, le gars, il y croit vraiment, je sais pas.
Je veux bien, mais Et je n'ai aucune assurance. Passer d'une élection à l'autre en permanence, demander aux gens de recommencer 15 mois après la dernière, c'est prendre le risque de la démobilisation. Il faut au contraire leur faire la démonstration que la démocratie sert à quelque chose. Alors, s'il y a une dissolution avec possibilité de démission de Macron, je pense que les gens ils vont vraiment massivement aller voter. Hein. Il y a une dynamique C'est de fou. le gars le plus détesté de la 5ème République, littéralement. Je peux même penser que c'est le gars le plus détesté de l'histoire de France bientôt. En tout cas, il va être dans le top 3 ou top 5. Et le gars, il nous dit ça, quoi. Vraiment, c'est... Faudrait qu'on fasse une tier list un jour des gars les plus détestés de l'histoire de France. Ah ouais, ça va être... Me lance pas. Il faut au contraire leur faire la démonstration que la démocratie sert à quelque chose. Donc, il faut leur faire la démonstration que la démocratie sert à quelque chose en les empêchant de voter et en faisant un pacte qui va de LR au PS, quoi. Ce truc de merde qui se passe depuis 50 ans, que tout le monde déteste. C'est même Édouard Philippe dit faut qu'il démissionne et tout, enfin n'importe quoi. Pour la première fois depuis 1958, le Parlement sera complètement souverain sans usage du 49.3. Déjà, bon, c'est pas sûr qu'il n'y ait pas de 49.3 et en plus de ça, le fait qu'il n'y ait pas de 49.3 va mettre la responsabilité du coup d'une dissolution ou non sur les parlementaires, dont beaucoup ne veulent pas de dissolution. Donc en fait, je suis pas sûr que ça change grand-chose. Hein. Ouais, et puis en plus, il y aura des navettes parlementaires, il y aura des votes bloqués, etc. Enfin, il y a d'autres procédures, et la 5ème République est faite pour ça, justement pour légiférer, ordonner, exécuter, sans les forces parlementaires. Donc, il se fout de nous, il nous fait croire que parce qu'il n'y a pas le 49.3, on est revenu à du parlementarisme. La 5ème République ne sera jamais une république parlementaire. Voilà, c'est à la rigueur semi-parlementaire, comme disent les constitutionnalistes, mais ce sera jamais une république parlementaire. Encore moins avec un Macron qui reste président. Dans le débat parlementaire, il y aura la gauche contre la droite. Chacun viendra avec ses propositions et nous voterons. J'espère que la prochaine fois, nous aurons un président de gauche, une majorité de gauche et que ce sera tout notre programme, rien que notre programme. Et pour l'instant, rien ne permet de le penser. Nous ne savons pas combien de temps la tripartition du paysage politique va durer, ni quand nous retrouverons une majorité absolue pour quiconque. La seule façon d'avancer, c'est d'accepter le jeu démocratique, donc le Parlement tel quel. Ah, c'est marrant parce que y a eu un tweet assez intelligent de notre camarade Paul Hellec qui dit la dernière fois qu'on a eu justement une majorité de gauche absolue avec le Sénat, l'Assemblée nationale, les régions, Hollande au pouvoir, bah, le mec a fait un programme de droite, tu vois. Donc la dernière fois que son parti politique a tout eu entre les mains, ils ont appliqué des trucs de droite. Donc il nous fait croire que il aimerait bien ne pas avoir à faire des trucs de droite, mais il va faire des trucs de droite jusqu'à ce que la gauche soit au pouvoir. Mais quand la gauche est au pouvoir, ils font quand même des trucs de droite, quoi. C'est ça. Moi, je suis d'accord, si ça se trouve, il est sincère. Je pense qu'il vit dans une bulle, mais c'est des patterns, ça, dont on a parlé avec Zoé sur Mauduit, là, et les années 30. Il est persuadé que, c'est ce que Chapoutot critique aussi, que l'extrême droite est mécaniquement annoncée au pouvoir et que la solution, c'est les compromissions pour l'empêcher le plus longtemps possible, c'est-à-dire faire des trucs avec le centre et la droite. Alors que c'est ça qui fait monter l'extrême droite. Alors qu'effectivement, c'est l'inverse. La leçon de l'histoire, c'est que c'est l'inverse. Donc c'est fou, quoi. Depuis l'annonce de votre non-censure, entendez-vous tout de même le trouble qui traverse l'électorat de gauche jusqu'à vos propres militants et élus? Alors, déjà, première nouvelle, le PS a des militants. Ça, c'est une première nouvelle. Bien sûr, moi-même, je me suis beaucoup interrogé et je n'ai pas pris la décision seule. D'ailleurs, je me suis beaucoup demandé si la non-censure était la bonne voie ou pas, mais à un moment donné, il faut arbitrer, gouverner, c'est choisir. Si on veut donner le sentiment qu'on est en capacité de gouverner, il faut faire des choix. Parce que le choix de la censure, c'est pas un choix. Enfin, gouverner, c'est choisir. Non, c'est pas choisir forcément des trucs de droite, tu vois. Enfin. Gouverner, c'est trahir pour toi, Fort. C'est pas choisir. C'est ça la devise de ton parti. Le choix de la facilité, c'est la posture. Celui de la responsabilité est souvent le plus compliqué. Mais de mon point de vue, c'est celui qui rassemble le plus à ce dont le pays a besoin. Le pays a besoin de maintenir le corps nu, quoi. N'importe quoi. Alors moi, je demande aux gens, essayez de faire un petit exercice de pensée. Vous faites abstraction que c'est Olivier Faure qui parle là. Et imaginez les mêmes phrases. Elles pourraient être sorties par Bayrou, par Elisabeth Borne. Ah ouais. Toutes les mêmes conneries. C'est les mêmes. C'est les mêmes. C'est vraiment les clones. La responsabilité, faut pas retourner au vote. Gabriel Attal. Vous voyez, vraiment, là, vous savez que ce type-là n'est pas de gauche parce qu'il sort les mêmes analyses, les mêmes éléments de langage et les mêmes solutions que tous ces gens-là, quoi. Ouais, d'ailleurs, au passage, on va faire une campagne, là qu'on est en train de préparer, une campagne plus jamais PS. On va essayer de faire des trucs un peu marrants pour montrer aux gens qu'à chaque époque, chaque personne à chaque époque a été trahie à un moment donné dans sa vie par le PS.
On va lancer une campagne d'affichage notamment, donc n'hésitez pas à rejoindre le Telegram qui est en description, qui est le Telegram dont on ne veut plus, pour qu'on s'organise pour les collages. Et puis si vous voulez des affiches, comme d'habitude, il faut un groupe de 15 personnes avec l'élection d'un binôme paritaire dans le groupe. Vous venez nous voir et puis on pourra vous envoyer des affiches par rapport à cette campagne. Sinon, si vous n'avez pas d'affiche officielle, on va dire, vous pourrez toujours utiliser le générateur qu'il y a sur onneveutplus.fr pour faire des affiches vous-même et puis les imprimer chez vous. Mais voilà, on pense qu'il faut mettre la pression et entériner le fait que la gauche, la vraie gauche, on va dire la gauche de gauche, ne travaille plus avec le PS. Et cette campagne, elle servira à appuyer ça, quoi. Qu'on ne se retrouve pas encore dans 6 mois. Ah oui, mais les municipales, il faut faire des alliances avec le PS, machin. C'est n'importe quoi. C'est une machine à perdre d'ailleurs de faire ça pour la gauche radicale. Donc il faut entériner le fait que ce ne sont pas des camarades et cette campagne va servir à ça et durera le temps qu'il faudra. C'est ça, tu l'as bien dit. À chaque fois, on se fait avoir, dans tous les cas, dans tous les sens. Il faut vraiment arrêter avec ça. On perd du temps, nous on l'avait dit avec, dans les capsules précédentes, on perd du temps. Et on perd du temps face au pire, c'est-à-dire là, pour le coup, face au RN. Parce que là, vraiment, grâce à ça, il déroule, quoi. Depuis votre élection comme premier secrétaire en 2018, vous avez tenté d'ancrer de nouveau le PS dans une dynamique d'union à gauche, y compris contre vos opposants internes. Donc là, ils sont dire, depuis votre élection, vous êtes une noisette. Ne prenez-vous pas le risque de dilapider tout cela en une semaine? Il répond, je ne fais pas cela pour mon image. Oh là là là, mais j'ai l'impression d'être encore une fois sous Hollande là. Les mecs qui trahissent et qui disent non mais moi je fais ça, quand on est en responsabilité on est obligé de faire des choses qui vont contre la majorité, je sais pas quoi. Je ne fais pas ça pour mon image ni pour celle du Parti Socialiste. L'image, cela varie toutes les semaines. À partir de la semaine prochaine, chacun se rendrait compte de qui est où. Dans l'hémicycle, chacun pourra observer le fait qu'il n'y a pas de deal avec Sébastien Lecornu et que le PS est bien dans l'opposition. Nous allons présenter la taxe Zuckman, chercher à augmenter la part du capital dans la contribution commune, défendre les services publics, les classes moyennes et populaires. Ce sont ces débats-là qui m'intéressent. Il y a un an, tous les présidents de groupes de gauche promettaient de défendre une majorité projet par projet, de gouverner 149.3. Nous devons montrer aux gens que ce que nous disons n'est pas là pour amuser la galerie, mais le fruit de convictions fortes. Quand on a la possibilité d'avoir un gouvernement qui renonce au 49.3, on essaie de jouer le jeu et de se comporter comme des gens qui s'apprêtent eux-mêmes à gouverner. Et là, c'est intéressant parce que il nous explique donc qu'il n'y a pas de deal, alors qu'il semblerait d'ailleurs qu'il soit appelé beaucoup avec Lecornu. C'est quand même choqué des gens dans le PS parce qu'il s'appelait jusqu'à 3 fois par jour, je crois qu'il disait. Je ne vais pas tromper, enfin, le truc délirant, alors que lui, il disait que non. Et ils vont essayer de nous faire passer la taxe Zuckman pour essayer de montrer qu'ils sont dans l'opposition. Et là, il le dit bien, nous sommes dans l'opposition, donc ils se placent à gauche. Et ça, on en avait parlé en off avec Chris et Zoé. On trouvait intéressant le fait que là, ils sont en train de se placer à gauche, ce qui fait que dans le cadre d'une élection présidentielle 2027, où ils ne seraient pas au second tour, ils seront quasiment obligés d'appeler à voter Mélenchon. Ils n'auront pas le choix. Parce que là, ils sont en train de dire on est de gauche. Donc ça veut dire qu'il y aura une guerre entre deux gauches. Si le PS n'arrive pas premier entre les deux gauches, ce qui est tout à fait possible, que Mélenchon arrive devant eux, ils ne pourront pas appeler à voter Le Pen face à Mélenchon. Ça n'a aucun sens. Si tu te dis de gauche, bah, tu appelles à voter pour l'autre personne à gauche, même si tu le détestes. Et ça, c'est vraiment la prophétie qui est en marche, parce que toute la prophétie, elle réside là-dessus. Si le PS commençait à se dire ni droite ni gauche, machin et tout, là, ce serait un problème. Parce qu'on pourrait se dire, par exemple, nous rentrons dans un gouvernement d'union nationale, par-delà les partis, et quelque chose comme ça. Là, ce serait très dangereux, parce qu'on pourrait se dire que en cas de Mélenchon-Le Pen, soit ils appellent à voter Le Pen, en disant que l'autre est un islamo-gauchiste, anti-républicain, je sais pas quoi, soit qu'ils ne fassent rien. Aujourd'hui, en se plaçant dans l'opposition, en disant que c'est la vraie gauche, bah, le Parti Socialiste va se retrouver obligé d'appeler à voter pour l'autre gauche s'ils perdent. C'est exactement ça. Ils sont coincés dans un espèce d'espace où ils doivent être frontalement anti-Mélenchon pour pouvoir récupérer des voix macronistes, voilà. Et en même temps, la moïsation fait son effet sur ces gens-là. Ils sont obligés quand même d'être de gauche, ce qui les a sauvés, etc. Parce que le centre s'écroule et tout leur alerte noisette, tu sais, c'est de dire on se bat contre l'extrême droite. Donc, ils sont obligés de reformer un centre-gauche, voilà, qui est plutôt le mode normal, comme il y aura une droite un peu plus centrale et puis l'extrême droite, voilà, voilà. Et donc, là où il n'y avait pas d'espace avec un bloc central entre le bloc central et Mélenchon, ça n'existait pas, on voyait bien donc le casse-noix 2017-2022. Là, le bloc central se délite. Pour avoir les reliquats du bloc central et monter à 15-16, il faut être de gauche, anti-Mélenchon. C'est ça qu'ils sont en train de refonder. Ça, c'était la ligne Glucksmann. C'est comme ça que Glucksmann existe. Et là, ce que fait Faure, c'est qu'il fait un retournement d'alliance. Il reste de gauche, mais il dit « Je ne suis plus de la gauche avec Mélenchon NFP. Je suis de la gauche avec Glucksmann FDP. » Voilà. Donc, pardon. Pardon pour le jeu de mots. Mais voilà, tu vois, c'est vraiment... Je suis pas Zoé, t'as le droit, tu fais ce que tu veux. Moi, j'ai failli faire fort avec les faibles tout à l'heure, mais...
J'aurais apprécié, tu sais bien. Mais là, on en profite, elle est en vacances. Mais vraiment, tu vois, c'est pour ça qu'on l'appelle le valet nous, dans le jeu de cartes des noisettes. Parce que vraiment, il passe de l'un à l'autre, là, c'est un intrigant, notre Olivier Faure, et il sait que ça se joue entre les deux. Voilà. Et donc là, Glucksmann est encore faible, donc son but, ça va être de prendre la place de Glucksmann. C'est de dire, il va être calife à la place du calife. Si je ramène mon parti sur la ligne Glucksmann, je tue Glucksmann et j'ai peut-être une chance d'être le candidat. Donc là, il vient de dire un truc très important. Il vient de dire fuck le NFP, mais ça, tout le monde le savait. Il vient aussi, je pense, à mon sens, de dire fuck la primaire. Tu vois, il vient de dire fuck la primaire, le truc de Bayeux, là, etc. Ah bah c'est Absolument. sûr, c'est sûr. Mais là où c'est risqué, c'est que Olivier Faure, il était premier secrétaire du Parti Socialiste parce qu'il avait avec lui pas mal de soutien de gens qui représentaient une aile gauche du Parti Socialiste. De jeunes. Sauf que là, il est en train de se droitiser. Donc il va peut-être être abandonné par ces gens qui vont se dire bon bah pourquoi est-ce qu'on irait voter pour lui plus que pour Valo ou pour Meyer-Rossignol. Et il suffirait qu'il y ait une candidature à gauche de lui pour que ça divise un peu ses voix et que Valo par exemple se régale ou Meyer-Rossignol se régale quoi. Il va sûrement perdre le Parti Socialiste en faisant ça en même temps que perdre le fait d'être le candidat tu vois. C'est pour ça que la prophétie nous dit qu'il ne tirera pas les marrons du feu, les noisettes du feu, si j'ose dire. Mais en tout cas, il a fait la rupture avec tout ce qui est primaire. Donc c'est pour ça que cette primaire était morte d'avance. Et là, il vient essayer de solidifier le Parti socialiste sur l'espace Glucksmann. Vraiment, la défaite, là, pour l'instant, c'est Glucksmann. Hein. C'est vraiment lui qui perd la séquence. Et le Parti socialiste redevient central. Moi, je pense qu'il se fera écraser lui-même entre effectivement, tu viens de bien de le dire, entre son aile droite et puis voilà. Ce qui est intéressant, c'est que justement les gens qui se sont fait berner là, qui ont cru que le PS, parce qu'il était dans le NFP, était de gauche, rejoignaient, et ça fera partie de la campagne dont on a parlé, la campagne Génération Plus Jamais PS. Il y a des gens des années 80 qui sont plus jamais PS, des gens des années 90, des gens des années 2000, c'est moi déjà des années 2010, c'est pas dû, qu'on fait la lutte contre la loi El Khomri ou ce genre de truc contre Hollande. Bah, rejoignez les générations, vous êtes la 5e génération de Plus Jamais PS, de gens qui ont cru que le PS était de gauche parce qu'il était dans le NFP, bah, c'est pareil. Alors c'est moi je fini, suis pas quoi. plus jamais PS, j'ai jamais été PS. Tu vois. Donc je suis jamais PS, mais pas plus jamais. Je me suis jamais fait berner par le PS, tu vois. Je me suis même politisé contre le PS, tu vois. C'est Je ça. me suis politisé en me disant non mais c'est n'importe quoi, tu vois. Moi j'ai vu l'alternance Sarkozy PS et tout comme un espèce de schmilblick de gars qui gardaient le pouvoir entre eux pour impliquer des politiques libérales dégueulasses en France, quoi. C'était vraiment ça ma politisation, tu vois. Pour le meilleur et le pire. Hein. Ouais. Tout de même, vous avez sauvé le pouvoir au moment où il était extrêmement fragile, au point que la question du départ d'Emmanuel Macron se posait. Les gars te disent, vous avez sauvé le pouvoir au moment où le Ah départ oui. du président se posait, quoi. Et Là, il désormais, pense- c'est un nouveau gouvernement de droite qui est aux manettes, au-delà de la discussion budgétaire. Et il répond, d'abord, j'ai écouté ce que dit le Premier ministre, je n'ai pas entendu qu'il était le ventriloque de Bruno Retailleau. Oh. Bah, gars, il est ministre de Macron depuis 8 ans, il a été ministre des Armées, enfin, n'importe quoi. C'est déjà un changement. Tout le monde disait que la simple présence de Bruno Retailleau au gouvernement était un motif de censure. Aujourd'hui, c'est Laurent Nunez qui l'a remplacé. C'est ça, Laurent Nunez, c'était l'ancien préfet de Paris qui a qui a matraqué niqué les gens gilets sous la jaunes. réforme des retraites. Enfin, n'importe quoi. Hein. Et à ma connaissance, il parle à tout le monde, y compris à la France Insoumise. Laurent Nunez, il parle à la France Insoumise. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? On nous prend vraiment pour des cons. On va voir comment les choses se passent, mais je ne cherche pas à construire une plateforme de gouvernement avec les macronistes. Je Bah, cherche c'est à ça. réinstaller le clivage entre la droite et la gauche. Parce que C'est tu vraiment disais, la fin du ni droite ni gauche, tu vois. il est obligé d'être dans la moïsation, il ne pourra jamais rejoindre la gauche et FI, mais il est dans la moïsation. Nous, notre pari, hein, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est la moïsation inversée. Avant la moïsation, on avait deux forces empêchées par deux gros partis centraux de droite et de gauche, UMP-PS. Là, on va arriver à une moïsation inversée. Deux gros partis RN-FI empêchés par les petits partis de gauche entre les deux. Quoi. Avec ce gouvernement, on va avoir un dialogue permanent où ils seront ce qu'ils sont, la droite, nous serons ce que nous sommes, la gauche. C'est la meilleure façon de dégonfler l'extrême droite. Je ne veux ni le chaos ni la confusion. Les deux amènent l'extrême droite au pouvoir. Et c'est super intéressant du coup, c'est exactement ce qu'on disait. Il se place à gauche et il ne veut pas la confusion, il veut la sortie de la confusion, c'est-à-dire la moïsation. Il est en train de dire je veux la moïsation. Je remets une pièce dans Chapoutot, mais c'est pas vrai que la confusion amène au pouvoir. C'est pas dans les périodes de confusion que l'extrême droite arrive au pouvoir. C'est pas dans la période de confusion que le NSDAP, les nazis sont arrivés au pouvoir. C'est justement
dans la période de clarification, quand le NSDAP est vraiment devenu un parti de droite soutenu par les patrons, par les hauts tenants de la bourgeoisie, par le centre qui avant se disait oppositionnel à ce parti, a nommé Hitler chancelier, Fink, etc. au gouvernement. Donc vraiment, c'est faux de se dire ça. La période de confusion, c'est justement la période où des gens comme Faure se font passer pour de gauche, où Hollande se fait passer pour de gauche et trahit. La période où l'extrême droite arrive au pouvoir, c'est vraiment une période où ce sera clair, où Bernard Arnault dira Marine Le Pen, on lui fait confiance, où le MEDEF dira il nous faut plutôt Marine Le Pen que Jean-Luc Mélenchon. C'est toujours dans ces périodes de moïsation où les structures bourgeoises choisissent l'extrême droite. C'est jamais dans les périodes précédentes qui sont celles-là sont la confusion, et c'est celle-là où le Parti socialiste traître était au pouvoir. Marine Le Pen ne se prive justement pas de dénoncer l'UMPS et la confusion depuis que l'un des principaux partis de gauche a laissé passer un gouvernement de droite. Alors je ne sais pas si elle dénonce toujours l'UMPS, Marine Le Pen, elle fait toujours ça? Bah, en fait, elle pouvait plus trop, justement, dans cette période que je te disais de déconfusion, de moïsation. Et là, avec la trahison du PS, là, avec le Cornu, il a permis à Marine Le Pen de rejouer ce truc anti-système. Tu vois, de rejouer ce truc de bah non, regardez, c'est des traîtres, le PS. Elle a dit un truc du style avec le PS, ils trahissent à chaque fois, donc il n'y a pas de surprise. Enfin, tu vois, elle a pu remettre une pièce là-dedans, et c'est toi qui lui as prêté les 2 euros, Olivier Faure, quoi. C'est catastrophique de dire un truc pareil. Olivier Faure qui répond quel est ce discours pendant quelques jours, qu'elle fasse un numéro de claquette à court terme, très bien, mais le débat budgétaire va l'amener à sortir du bois, personne ne sait ce qu'elle pense au fond. Là, elle va être obligée de parler et de voter. J'attends ce débat avec impatience. Personne ne sait ce que Marine Le Pen pense au fond. Qu'est-ce que c'est que cette connerie, quoi? Enfin, on sait ce qu'elle vote et ce qu'elle vote pas. Qu'est-ce qu'il nous raconte, quoi? Vous avez dit croire dans le fait que Sébastien Lecornu tienne ses engagements. Il y a un mois, vous avez refusé la confiance à François Bayrou juste parce qu'il n'avait pas tenu ses engagements à votre égard. Pourquoi cela marcherait-il cette fois? Le Premier ministre m'a donné le sentiment qu'il avait une certaine idée de ce qu'était un engagement et de la fiabilité qu'il devait à ses adversaires. Je ne le connais pas, je ne mettrai pas ma main au feu, mais tu sais, il arrête pas de dire je ne le connais pas, alors que le mec l'appelait 3 fois par jour, tu sais. Mais il sait que s'il ne tient pas son engagement, il lui arrivera ce qui est arrivé à François Bayrou. Il sera licencié. Je crois qu'il a ce paramètre en tête. Si à un moment on a le sentiment qu'il y a tromperie, nous censurerons. Le gouvernement a choisi d'intégrer la suspension de la réforme des retraites au budget de la sécurité sociale pour que votre revendication se réalise. Vous aurez donc besoin que le budget passe avec ces milliards d'euros de coupes budgétaires. Et là, il répond le truc qui a été le mot d'ordre un peu chez les socialistes. En l'état, je ne veux pas voter le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Alors pourquoi est-ce que tu dis partout qu'il y a une suspension de la réforme des retraites si tu veux pas voter le truc qui permet la suspension de 3 mois là? Mais je fais confiance au débat parlementaire. Même chez les macronistes, je n'ai jamais entendu personne défendre le gel des pensions de retraite. Ah oui, je suis sûr que Aurore Berger, elle va pas voter le gel des pensions de retraite. Ça, j'en mettrai ma main au feu, tu vois, n'importe quoi. La hausse des franchises médicales, la fin de l'abattement pour les retraités si les gens s'en tiennent à leur déclaration publique. Non mais c'est sûr qu'ils vont le voter, les macronistes. Voilà. Pourquoi il fait semblant qu'ils vont pas les voter? En plus, s'ils les votent pas, ils vont se retrouver censurés et ils vont perdre leur poste. Donc c'est sûr qu'ils voteront. Là, tout le jeu tactique. Les gens, je sais ce que vous faites quand vous écoutez la Pas du Team, coupez des carottes, vous n'êtes pas toujours très attentif. Mais là, attention, tout le jeu tactique du PS, qu'on essaie de vous expliquer dans d'autres capsules, mais là, on va le résumer, il est résumé là. Il joue une carte où il faut être un peu de gauche et en même temps aller chercher les macronistes. Voilà. Donc, ils sont obligés de faire rentrer des trucs soi-disant de gauche dans un budget macroniste. Voilà. Et ce qui leur permet de aussi gagner du temps. Pourquoi ils font ça? Parce qu'en en fait, il n'est pas sûr, Olivier Faure, qu'à la fin, ça va passer, qu'ils vont trouver un accord, c'est-à-dire un budget macroniste d'apparence de gauche pour faire plaisir au PS. Tu vois ce que je veux dire? Pas du. C'est pas sûr qu'ils vont y arriver. Mais tout le petit jeu de tractation qu'ils vont faire pendant ce temps-là va servir au PS à se ripolliner, à se repeindre en gauche responsable, bienséante, qui joue le jeu, etc. Juste, la dernière fois que j'ai entendu le terme ripolliner, c'est Macron qui l'utilise dans le débat face à Le Pen en 2022. Et c'est les 2 seules fois de ma vie où j'ai entendu ce terme. Tu te souviens? Ouais, c'est ça. Et la poudre de perlimpinpin aussi. Et donc, il va se repeindre, voilà. Et ça sert à quoi? Ça sert non seulement à gagner du temps, parce qu'une dissolution maintenant, il n'est pas prêt. Ça sert à, s'il y a une dissolution à la fin, s'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, Faure et le PS arriveront en ordre, enfin sans NFP, parce que c'est déjà le cas, voilà, mais aux élections, en étant la solution de gauche à ceux qui ne veulent plus voter Macron. C'est ça qu'en fait qu'il essaye de faire. Il gagne du temps et il se repeint en rose clair
pour les macronistes qui ne pourront plus voter Macron, et on voit bien Édouard Philippe, la carte qu'il a jouée. Donc ça, c'est vraiment une tactique. Et quand il parle de l'intérêt des Français, alors là, vraiment, il se fout de votre gueule parce que toute sa stratégie est là. C'est gagner du temps avant une dissolution, soit ne pas en avoir parce qu'il y aura un Macron qui aura fait un budget qui va au PS, et comme ça, ils pourront arriver à la campagne présidentielle en disant ah, regardez, on a fait un budget de gauche grâce à nos travaux parlementaires, soit ne pas y arriver, mais en ayant essayé pendant ces 2 mois-là, donner des gages au vote électorat Macron qui ne pourra plus voter Macron, qui pourra voter Olivier Faure en disant regardez, c'est quand même un parti de gauche responsable, et repeindre, on va dire, une partie du macronisme en rose clair, en rose pâle, en rose brun même. Et donc, c'est vraiment ça qu'il essaye de faire, c'est que de la tambouille politique. Parce que juste pour finir avec ça, on parlait tout à l'heure de l'inversion de la moïsation, 2 gros partis avec 2 petits. Pour que les 2 petits puissent prendre de la place sur le gros, dans une présidentielle par exemple, il va leur falloir du temps pour dérouler leurs éléments de langage. Si demain il y a une dissolution, si demain il y a une démission de Macron, c'est 3 semaines, un mois maximum pour régler le truc. Qui va arriver avec des projets cohérents, une force cohérente et 2 alternatives, bah, ce sera le RN d'un côté et LFI de l'autre, et les autres seront écrasés. Donc tous ces gens-là ne veulent pas, même Philippe qui demandait la démission, demandait d'abord faites le budget, annoncez un départ pour qu'il y ait une vraie campagne, etc. Parce qu'en fait, ils ont besoin de temps, de médias qui leur servent la soupe, etc., pour dérouler leurs éléments de langage. Voilà. Donc tout ça, c'est la stratégie de Faure. Reprendre l'espace gauche à Macron sur Glucksmann, gagner du temps avant des grandes échéances nationales parce qu'il lui faut du temps pour dérouler tout ça et avoir les médias. Donc tout ça, c'est de la tambouille politicienne de A à Z. Il n'y a rien dans l'intérêt des Français. Le truc en plus, c'est que en faisant ça, Faure, il espère récupérer un électorat macroniste de gauche, mais l'électorat macroniste de gauche ne votera jamais Faure parce que Faure a trop baigné dans le NFP, la tambouille et tout. Donc pour le coup, c'est très bon pour Valo, par exemple, ou pour Glucksmann. Mais Faure, là, il est en train de signer son arrêt. Il a une position qui est vraiment une position de noisette. Si cette stratégie marche, de rendre le PS une aile droite de la gauche, c'est sûr que ça ne profitera pas à lui. Et si ça marche pas, bah, ça lui profitera pas à lui non plus parce que personne va voter à la primaire pour un gars qui a fait réélire le Cornu, quoi. Donc il est finito, lui. C'est pour ça que c'est un valet. À la fin, il fait tout le sale boulot. Et à la fin, ça va profiter et à Mélenchon et à Valo de l'autre côté. Tu vois, c'est tragique, hein, mais c'est toi, Olivier. Mediapart qui dit il fait peu de doute que comme chaque année le Sénat, la commission mixte paritaire livre une mouture budgétaire très marquée à droite. Même après vos amendements, un vote pour du PS est une option. Non, ce n'est pas une option, répond Olivier Faure, mais l'abstention en est une pour tous ceux qui auront accepté l'idée que dans un parlement sans majorité absolue, il faudra bien qu'on trouve le moyen d'avancer si le budget n'est pas un musée des horreurs et que nous y avons obtenu toute une série d'évolutions. Qu'est-ce qu'on cherche sinon? Le tout ou rien, personne ne peut gouverner sur cette base, ni la droite ni la gauche. Alors si la dictature du prolétariat sera une manière de gouverner par le tout ou rien. Ouais, exactement. Plutôt le tout. Hein. Tout, absolument tout. Voilà. Donc le gars était déjà en train de dire qu'ils vont voter un truc amendé vite fait, enfin l'enfer quoi. C'est leur but. Leur but, je te dis, c'est pas de convaincre les Français. Leur but, enfin, c'est de convaincre les Français qui se croient de gauche et qui votaient Macron. Ouais, je pense qu'ils sont dans maintenant que Macron est bien parti à droite, il y a un 10-12%. Admettons, ils sont 10% d'électorat. Eux, ils avaient déjà, allez, 2. Je suis gentil avec Hidalgo, il y avait 2% pour eux. D'accord? Ça fait 12. Il y a du Jadot derrière. Jadot, vraiment l'aile droite de. Voilà. Tu vois, t'as un petit 16-17 tranquille, tu vois, en faisant ça. Donc, c'est une vraie strate. En plus, pour le coup, ils vont aller se séparer du bloc des noisettes de l'après, là. Et c'est possible que les noisettes de l'après, du coup, emmerdent plus Mélenchon qu'eux parce qu'ils ils marcheront plus sur le programme de la gauche de rupture que sur le programme de la gauche sociale traite, tu vois. Ah bah exactement, c'est-à-dire que là où déjà le NFP était trop à gauche pour le PS, pour moi trop à droite pour la FI, tu vois, ils vont être obligés de construire un programme encore plus à droite que le programme du NFP. C'est-à-dire, et donc ils vont laisser l'espace de qui sera les tenants du programme du NFP et de sa logique unioniste, tu vois, ce sera les noisettes de l'après. Donc si là, la FI arrive pas avec un avenir en commun 2.0 beaucoup plus hardcore, ils feront pas le casse-noix. Bah, bien sûr, bien sûr. Et en fait, le mec qui va le plus concurrencer le PS, on en parlait au début, c'est Villepin. Villepin va peut-être prendre des pourcentages à un PS droitisé, parce que les gens se diront oui, un homme d'État, machin, qui assure la stabilité. C'est un peu le même discours, beaucoup plus qu'à un François Ruffin, tu vois.
Mais on, Personne n'hésite entre le Ruffin et le PS en réalité, tu vois, ça a aucun sens comme truc. on l'a dit ça dans nos analyses. On espère tous que Villepin soit le chevènement de 2002, c'est-à-dire l'espèce de centrale, là, la République, la France, voilà. Et on sait que Villepin a pris des voix à Jospin et l'a empêché d'être au second tour en 2002. Voilà. Le plan est donc qu'il y ait suffisamment d'abstention pour que le PLFSS soit adopté sans votre vote. Peut-être, je n'en sais rien. Le mec t'explique qu'il veut que le truc soit adopté sans ses votes, quoi. Enfin, c'est quoi ce délire, quoi? Il sait rien, en fait. C'est quand même un truc qu'il répète beaucoup dans l'interview. On sait pas. Si ma grand-mère en avait, elle s'appellerait tonton. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est vraiment que ça depuis le début, quoi. Tu vois. Enfin, Nous nous prononcerons en fonction. Tout le monde se focalise sur la victoire importante qu'est la suspension de la réforme des retraites. La réforme Borne est de fait enterrée. T'en rêves pour 3 mois, frérot. Mais ce n'est pas la principale victoire. Dans le cadre de ce budget, le Premier ministre parle à présent d'une trajectoire budgétaire autour d'un déficit à 5% du produit intérieur brut. On a gagné à peu près 9 milliards d'euros. Et si on augmente la recette, on peut doubler la marge de manœuvre. Cela permet d'imaginer une copie totalement revue, beaucoup plus digeste qu'elle ne l'est aujourd'hui. Non mais attends... Le gars, il y avait 50 milliards de budget, il va y avoir 9 milliards de moins, ça fait quoi? Ça fait 41 milliards, c'est quand même une douille, tu vois. Enfin, c'est n'importe quoi. Hein. C'est vraiment un délégué syndical CFDT, ce gars-là. Hein. En liant le sort du budget à celui de la suspension promise, le gouvernement ne vous a-t-il pas piégé? Quel que soit le véhicule, la seule chose que nous regarderons, c'est le résultat. Non, mais déjà, c'est sûr et certain qu'ils le savaient. Enfin, les mecs, ils appellent tout le temps et tout. Il s'est pas fait piéger. Ça leur profite à eux, au PS. Enfin, n'importe quoi. Dès lors que la suspension ne sera pas engagée, nous censurerons. C'est au gouvernement de se débrouiller. Ils sont obligés de le faire et ils le savent. Certes, mais il peut paraître surprenant de vous voir engager un geste politique aussi fort que la non-censure sans avoir balisé le chemin. Non mais si les gens prennent le PS pour des amateurs, vraiment ils se trompent ouais. de A à Z. Non, C'est des mais traîtres, c'est pas des amateurs. Ils savaient très bien comment ça se passerait. À quel moment des gars genre Hollande se font baiser par le cornu? C'est n'importe quoi. c'est tout sauf des amateurs. Faure est un magouilleur, un opportuniste. C'est des gens qui sont formés, reformés à fabriquer des accords d'appareil, des trucs de congrès. Ce qu'ils font là à l'échelle de la France, il faut bien vous rendre compte qu'ils le font à l'échelle de leur parti tous les jours. De faire semblant de dire des trucs, d'aller chercher la fée des machins qu'à 5244 cartes, et si j'additionne les voix, et si je retourne les deux faits des machins, j'ai plus de voix que l'autre fait des... C'est des trucs, ils font ça tout le temps, ils sont formés pour ça. Quand vous avez 20 ans de PS, vous êtes un truqueur de haut niveau. Vous voyez, c'est comme les gens là qui essayent de vous vendre des trucs, les bonimenteurs ou les mecs sur du bonto là. Essayez pas de jouer au bonto avec eux, à la fin vous allez vous faire rouler. C'est comme si vous rentrez dans un casino et que vous dites ah, je vais au casino, je vais devenir riche. Non, c'est des trucs exprès pour vous rouler. Le PS, c'est la même. Voilà, ils sont formés pour ça. C'est des truqueurs. Et encore plus, Hollande, lui, c'est vraiment le maître absolu du game au PS. Et à la fin, il déroule il s'est fait élire avec le NFP. Hein. Vous voyez? Donc là, il déroule son truc. Le type était Union de la gauche NFP. Il est revenu à l'Assemblée pour ça. C'est pas pour pouvoir aller à la buvette hein, qu'il a fait ça, François Hollande. Il a un agenda. Hein. Certes, d'ailleurs, je trouve que François Hollande est beaucoup plus fin que Sarkozy hein, quand tu penses. Hein. Ah bah bien sûr. Il revient tranquille, il a son poste de député. Il s'expose pas trop en plus, tu sais, en passant dans les médias, il redore un peu son blason. Et surtout, Hollande s'est imposé dans un parti socialiste avec des gens d'une autre stature que Sarkozy a dû battre. Hein. Sarkozy, quand il s'impose en 2005, c'est l'après Chirac. Il n'y a plus Juppé, il n'y a plus Balladur. Il reste vite fait Villepin, mais qui a fait un peu de la merde. Je veux dire, il s'impose contre des tocards. Hollande, il a réussi à tuer des mecs comme Fabius, DSK. Bon, DSK, c'est un peu tué tout seul. Mais tu vois, mais il a quand même tué des gens d'un plus haut niveau. Hein. Il a tué sa femme aussi, d'ailleurs, Ségolène Royal. Ouais. Ah ouais, c'est le truc de baiser. Nous avons posé des exigences, le Premier ministre les a reprises dans son discours. Il faut maintenant trouver les voies de passage. On a fait le geste de la non-censure, mais le geste de la censure est tout aussi rapide. Le gouvernement a abandonné l'article 49.3, mais nous n'avons pas abandonné le 49.2. Il nous permet de déposer une mention de censure, donc on a toutes les raisons de penser qu'elle sera adoptée. Nous avons aussi nos propres sécurités. L'autre question est celle des délais. Si le PLFSS n'est pas approuvé par l'Assemblée nationale à l'issue de la commission mixte partagée, c'est le délai de 50 jours qui devient le principal danger, avec le risque d'un budget que le gouvernement passerait par ordonnance. Olivier Faure qui répond, les ordonnances sont une possibilité, pas une obligation. Si ces ordonnances font office de pseudo 49.3, la censure sera là aussi. Si le gouvernement renouait avec une forme d'autoritarisme, de passage en force, il s'auto-détruirait. Là, il y a un truc intéressant, c'est-à-dire, tu vois, là on voit que c'est pas tout à fait encore une plateforme et une alliance.
Ils n'ont pas fait un programme commun qu'ils veulent. Normalement, dans une plateforme, une alliance, tu fais un programme, tu vois, et puis tu le présentes devant les parlementaires, LR, le centre et puis le PS, et puis tu as un vote de confiance, tu vois. Là, c'est pas ça. Tu vois, il dit entre les lignes, il dit, nous, on a donné un peu de barre à droite en mettant le corps nu. S'il faut faire un 49-2 pour donner une barre à gauche, nous, on est les maîtres du jeu, et là, ils ont raison. La FI sera obligée de voter avec nous. Donc, ils pourront se redonner une image de gauche, tu vois. Donc, ils sont un peu le maître du jeu en jouant le jeu parlementaire, parce que si demain, ils déposent une motion de censure 49-2, la FI sera quand même obligée de faire tomber le gouvernement, même si elle vient du PS, tu vois. Ce sera compliqué de pas la voter, quoi. Donc, ils pourront se redonner l'image de ceux qui ont essayé de faire des choses, mais le corps nu, il n'a pas voulu, donc on se repositionne à gauche en ayant fait tomber le truc. Donc tu vois, il joue Ouais, dans c'est ces c'est deux intelligent, ouais. espaces-là. C'est très malin. Pardon, mais ça ne semble pas si évident. En novembre ou en décembre, quand la question de la censure reviendra, on vous accusera de priver la France de budget en reversant le gouvernement, d'où l'impression que tout cela est un piège qui vous est tendu. La vie politique est un piège quotidien. Tout est putain, c'est vraiment du blabla, le gars, quoi. Tout est piégé, tout le monde se piège mutuellement. La question, c'est est-ce qu'à un moment, on arrive à faire tourner nos institutions de manière à avoir une pratique plus proche de la 6ème République que de la 5ème? Il est pour la 6ème République maintenant, ce gars? Mais tu vois, ça c'est fabuleux. Le type vient chercher des trucs sur sa gauche aussi. Quand on vous dit que c'est pas, moi je fais la critique, ce n'est pas une plateforme, ce n'est pas une alliance au centre pour l'instant, c'est le jeu du PS pour incarner cette nouvelle gauche. Depuis le départ, on l'a dit avec la patte du team. Attention, ils vont pomper le programme. Ils vont récupérer le programme. La séquence NFP, c'était un des trucs moi qui m'avait le plus choqué, c'était de dire, regardez comment ils se réapproprient le programme. C'est notre programme, etc. Il l'a dit au début de l'interview, contrairement à pendant la NUPES où il en avait rien à foutre, tu vois. Et ben là, c'est pareil, il Oui, voit parce la. que le programme va pas assez loin. Et il faut le Voilà, dire quand même, la c'est France ça. Insoumise, le programme, il va pas assez loin. Faut nationaliser la moitié de l'économie. Voilà, faut faire un truc un peu, tu vois, un peu cohérent, un peu. Bah oui, oui, Un- je suis d'accord. Parce qu'en plus, on sait très bien que la France Insoumise au pouvoir fera pas tout ce qu'elle a dit, tu vois. Donc, si elle fait pas tout ce qu'elle a dit et qu'en plus ce qu'elle a dit, c'est un peu ce que pourrait faire Olivier Faure, ça fait un peu chier, quoi. Et la 6ème République, ça pourra pas simplement être un mot d'ordre, parce que justement, eux, ils vont pouvoir le tenir. Il faut lui donner un agenda, quoi. Il faut lui donner un corps. C'est qui, c'est quoi la constituante, comment elle Mm. est décidée. Est-ce que c'est une élection? Est-ce que c'est un tirage au sort? Est-ce que c'est soumis, nous on propose, aligné avec l'ordre social, c'est-à-dire avec dans la constituante 20% d'ouvriers, 20% d'employés, et non pas simplement des élections de petits représentants comme le sont les élections parlementaires. Voilà, donc il va falloir lui donner du corps, parce que sinon, vous voyez, le mot d'ordre, là, bah, même fort peut s'en emparer, hein. Ouais, et puis il faut, on l'avait dit, mais il faut une banque nationalisée, donc ça questionne aussi l'euro. Il faut des prêts à taux zéro pour l'acquisition d'un premier domicile, hein. Un rachat des Euh, crédits. Rachat des crédits, on pourrait même imaginer des taux inversement proportionnels au capital des gens, tu vois, ça serait intéressant comme truc, parce Exactement. qu'aujourd'hui, plus tu as d'argent, plus on te prête à pas cher, tu vois. On pourrait imaginer qu'une banque d'État, son rôle, ce serait de rééquilibrer ça et que les gens qui n'ont pas encore accès à un certain niveau de vie, à un certain niveau de propriété, puissent justement y avoir accès, tu vois. Ouais. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire. Alors, il faut bien sûr faire ça avec des gages, c'est-à-dire des lois qui empêchent de revendre, tu vois, genre le but, c'est pas que des gens fassent des prêts à taux zéro pour revendre avec une plus-value et se barrer dans un autre pays, tu vois. Et tu peux faire ça, hein. Tu peux très bien dire, voilà, vous avez un prêt à taux zéro pour pouvoir vous acheter une baraque. Par contre, la baraque, vous n'avez pas le droit de la revendre au-dessus du prix auquel vous l'avez acheté, par exemple, ou un truc comme Si, ça, tu vois. vous avez le droit, mais la plus-value sera entièrement reprise Oui, 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 par voilà, mais l'État. il faut du contrôle là-dedans, Contrôle des et il prix. faut un programme qui soit clair par rapport à ça, quoi. Et que Ford ne puisse pas prendre, que Ford dise ah non, c'est un truc de gauchiste, c'est le communisme. Voilà. Il faut que Ford dise que c'est le Venezuela. Si Ford ne dit pas que c'est le Venezuela, ça veut dire que ça va pas assez loin. Mais c'est ça qui est anticapitaliste. On pourra en parler dans une autre capsule, mais il faut tuer le cycle de la marchandise. Il faut faire en sorte que les cycles de la marchandise servent non plus à fabriquer de la marchandise pour fabriquer de la plus-value, mais fabriquer de la marchandise pour faire les besoins. Donc il faut empêcher la plus-value et décider, planifier tous ensemble de quels sont les besoins. Voilà. Exactement. La vie politique est un piège quotidien, tout est piégé, tout le monde se piège tout le temps. La question, c'est est-ce qu'à un moment on arrive à faire la 6ème République, enfin un truc qui se rapproche plus de la 6ème que de la 5ème. Le discours qui consiste à dire que seule la présidentielle compte est délétère, c'est la consécration d'un pouvoir absolu du président de la République. On a une occasion de parvenir à une république parlementaire. C'est une prise de risque, mais c'est la pratique des institutions que je veux. Putain, c'est n'importe quoi. Pourquoi n'avoir pas exigé dans la négociation que l'abrogation de la réforme des retraites soit débattue à l'Assemblée nationale?
Parce que ça serait passé et qu'il n'est pas contre, je pense. Mais on l'a mis sur la table, mais il faut aussi se regarder dans un miroir de temps en temps. Nous sommes 192 députés de gauche à l'Assemblée nationale, pas 289. Oui, mais le RN, ils sont 123 et ils sont pour l'abrogation. Tu vois, donc, je sais pas, c'est nul ce que tu dis, quoi. Nous ne pouvons pas non plus faire comme si nous pouvions imposer toutes nos revendications à tous les moments, sur tous les points. Mais c'est la seule revendication où tu as le RN qui vote avec toi, forcément. Tu as le RN, tu avais 92% des actifs, 80% des Français. Enfin, je veux dire, c'est honteux de raconter ça. C'est honteux. En face de nous, on a des interlocuteurs et je mesure aussi le geste qui est fait. Moi, je considère que cette suspension est en réalité une abrogation. Le débat est à présent renvoyé à l'élection présidentielle. Je crois que c'est une abrogation. Moi, je ne suis pas persuadé que... En fait, si Mélenchon passe pas, ça veut dire juste que ça va être décalé de 4 mois, parce que le PS ne reviendra pas dessus, on les connaît. Les droitards ne reviendront pas dessus, voire ils feront un truc pire. Ils diront « Ah, c'était suspendu, on va faire la retraite par capitalisation à la place. » Enfin, ça va être l'enfer. C'est faux. Une abrogation, tout de suite, ça voudrait dire il y a des gens tout de suite là qui peuvent partir en retraite. D'accord ? Oui, parce qu'ils ont 62,5. Voilà, c'est ça. Donc, ils ont déjà 62,5. Là, on va dire, la réforme suit son cours dans son plan progressif. Voilà. Donc, ceux qui sont en cours vont quand même devoir aller jusqu'au bout. Donc, vraiment, mais faire croire que c'est une abrogation, mais quelle honte. Quelle honte. Vraiment, premier bobard. Plus jamais PS, premier bobard. On ne peut pas considérer ça comme une abrogation. Les macronistes ne considèrent-ils pas que de toute manière, vous ne souhaitez pas de nouvelles dissolutions et que vous n'irez pas au bout de vos menaces ? J'espère pour eux que la surprise ne sera pas trop dure quand nous censurerons s'il y avait une entourloupe. Nous n'avons aucunement peur de la dissolution, mais nous ne pensons pas qu'elle soit de nature à offrir aujourd'hui une majorité de gauche au pays. Et c'est pas forcément le but d'ailleurs de la dissolution, même s'il n'y a pas de majorité de gauche, ça peut être aussi encore moins de ministres macronistes, encore plus de gens de gauche, encore plus de gens de droite, sans majorité, et aller vers une destitution du président. Exactement, moi je suis d'accord avec ça. Et je pense que ce sera ça d'ailleurs. Certains, y compris dans mon propre parti, pensent que de nouvelles élections auraient pu nous être favorables, au moins pour rebrasser le paysage à gauche, mais nous avons décidé de prendre un peu de hauteur. Oh là là, le grand prince. L'intérêt partisan ne veut pas passer au-dessus de l'intérêt du pays et des institutions. Non, la problématique pour eux, c'est que je suis d'accord que s'il y avait une dissolution, le PS aurait probablement plus de députés. Toute la problématique pour le PS, c'est que c'est peut-être aussi vrai pour la France Insoumise et qu'en plus, il va y avoir un débat où ils vont devoir sortir du bois trop tôt. Tu vois, il y a le risque de sortir du bois avec un programme libéral macroniste en 2025, quoi, et donc d'être associé directement aux macronistes. Donc pour eux, ils veulent faire durer quand même cette ambiguïté entre l'Union, le NFP et le truc macroniste. Ils sont en train d'aller vers le truc macroniste de gauche, là, mais je pense qu'ils n'ont pas vraiment besoin d'avoir une législative maintenant. Donc si c'est pour avoir juste 10, 15, 20 députés en plus et sortir du bois trop tôt, pour eux, il vaut mieux faire ça, d'autant plus que, comme on l'a dit au début, ça permet de donner des gages et de montrer que c'est une gauche un peu qui a essayé de résoudre les problèmes. Donc en fait, là, pour eux, c'est parfait la situation. C'est mieux que s'il y avait 15 députés de plus élus dans une législative qui pourrait profiter à la France Insoumise, qui imposerait ses thèmes, par exemple. C'est le meilleur truc, et c'est pour ça que de l'autre côté, nous, notre réaction, tu parlais de la campagne, c'est de montrer aux gens que si vous êtes dans un bloc de gauche, le PS n'est pas un débouché. C'est pas un débouché pour vous, c'est un débouché pour le centre, les retraités. Voilà, c'est ça le PS. Quoi. En parlant des institutions, on vous a peu entendu sur la question du départ d'Emmanuel Macron, y compris dans son camp. Beaucoup le décrivent comme la solution pour sortir de la crise. Et vous, lorsque François Mitterrand a perdu les élections législatives 86, une partie de la droite réclamait sa démission. Olivier Faure qui répond « Oui, mais Mitterrand est resté et je pense que Macron restera. Quel est l'intérêt de faire comme s'il y avait une forme de miracle à attendre ? Le départ de Macron serait satisfaisant pendant la journée de son départ. Certains déboucheraient sans doute le champagne, mais leur vie serait-elle plus belle le lendemain ? Il n'y a rien qui le prouve. Il n'y a rien qui prouve l'inverse. Putain, et à chaque fois, il est là en mode oui, on sait pas. Et encore une fois, là, il joue le truc un peu des noisettes, mais qui marche aussi très bien pour la gauche de droite. C'est de dire que ça pourrait être le fascisme en face. Tu vois. Et il dit quand même, tu as toute possibilité future de progrès. Il te dit, ouais, moi, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Ça peut être pire. Ça peut être l'extrême droite majoritaire et tout. Enfin, voilà. Je te donne pas de vrai remède. Parce qu'en fait, peut-être le remède... tu sais que tu as une maladie lente qui va forcément dégénérer, tu vois. Mais lui, il te dit, je te donne pas le remède parce que peut-être que demain matin, tu te sentiras moins bien avec ce remède. Oui, mais après-demain, je serai mort, du coup. Donc, je pourrais peut-être essayer aujourd'hui, quoi, tu vois. Si j'en crois les sondages, la dynamique ailleurs dans le monde, le risque principal, c'est la victoire de l'extrême droite. Oh là là, les échéances électorales arrivent. Je crains qu'à force de jouer avec les institutions, on finisse par les détruire dans ce qu'elles ont de positif. Je ne suis pas un partisan absolu de la 5e République, mais de là à considérer qu'il faut à chaque fois ébranler la pyramide sur laquelle notre démocratie repose. À chaque fois, genre, ça arrive souvent qu'il y ait des destitutions, ça s'est jamais arrivé. C'est pas n'importe quoi. Ceux qui cherchent à avoir la peau du président de la République
République qui s'appelle Édouard Philippe ou Jean-Luc Mélenchon veulent revenir à une sorte d'hyper-président. Moi, au contraire, je veux qu'on affaiblisse la fonction présidentielle au profit du Parlement pour en tirer un bénéfice d'abord dans la pratique, puis dans l'évolution institutionnelle. Quelle douille, putain. Quelle douille. On a déjà fait le procès de ça, donc on va pas y revenir, mais quelle douille. Vous pensez que tout cela peut tenir encore 18 mois jusqu'à la présidentielle 2027 ? Vous ne faites pas le constat, comme d'autres, que tout est bloqué, le fait majoritaire, la prise de décision, l'expression de la volonté populaire ? Pour l'instant, beaucoup de choses sont bloquées. On verra ce qui se passe au Parlement, mais j'aimerais que vous me fassiez la démonstration inverse. En quoi organiser une élection présidentielle dans 35 jours changerait quoi que ce soit au blocage ? Je sais pas, s'il y a Mélenchon ou Le Pen au pouvoir avec une majorité différente, je pense qu'il y aura quand même une politique différente. Enfin, c'est quoi ces conneries ? C'est ça. Bon, nous, on n'espère pas que ce soit, oui, Le Pen, on mais nous, on croit que nous, on connaît la prophétie. Et lui aussi, il la connaît. La différence, c'est que nous, on sait que Mélenchon, il peut gagner et il va gagner. Lui, en fait, il est comme la position du SPD dans les années 30. Il veut pas voir l'extrême droite, ça, on peut pas lui enlever. Mais il veut pas voir non plus sa gauche gagner à sa place, quoi. Donc là, il essaye de se sauver. C'est la noisette qui veut pas que le casse-noix se referme. Cela redonnerait peut-être un souffle de légitimité démocratique dont personne ne dispose suffisamment aujourd'hui, dit Mediapart. Ce souffle peut être très très provisoire. Putain, mais ce mec, c'est vraiment le pessimiste. C'est le gars, il te dit il va y avoir le fascisme, donc on peut pas, tu vois. Ce souffle peut être très très provisoire. Un président élu aujourd'hui avec la même assemblée aura-t-il plus de capacité à avancer qu'Emmanuel Macron ? Il dissolvera. Un président est élu demain, du con, il va dissoudre. Enfin, je veux dire... c'est la base. Genre, le gars, il va attendre avec un truc ingouvernable, tu vois. Ouais, il va faire ça, ouais. Puis il va pas profiter de la dynamique qu'il leur a fait élire pour avoir une majorité. Non, mais... En plus, les Français, ils sont légitimistes. En général, ils votent... Je ne suis pas sûr. La présidentielle ne solde rien des désaccords qui existent. La tripartition de la vie politique. Personne ne sait quand cette histoire va s'arrêter. La meilleure façon de vivre avec la tripartition, c'est d'avoir un parlement adulte où chacun accepte de perdre certains votes et d'autres d'en gagner. Tu vois, il est contre la moïsation. Là, il se dit... Stop à la moïsation, il faut maintenir les 3 blocs parce que ça l'arrange en fait. Parce que parce que lui il est dans un bloc qui se meurt. Exactement. Ou qui se refondent, mais dans les 2 cas c'est trop tôt pour lui, tu vois. Vous inscrivez-vous toujours dans une logique d'union de la gauche ? Votre choix de la non-censure à rebours de vos partenaires ne tue-t-il pas dans l'œuf le processus de primaire que vous tentiez d'installer ? Non. Mais évidemment que ça tue le processus de primaire. C'est le gars, genre, il a déjà la main en train de faire un programme commun avec Glucksmann, Hollande, Jérôme Gage et Valo, et puis il te dit non, ça tue pas la primaire. Il y a Attal, hein. Et là, il commence à être plus proche d'Attal que de Marine Tondelier. Hein. La reine des noisettes, on rappelle. C'est clair. Non, si certains considèrent que ça le tue, ils le tueront, mais moi, je ne cherche pas à tuer ce processus. Je ne veux pas simplement parler des appareils, mais aussi à des citoyens, sans les faire voter, hein, évidemment. Faire appel à notre intelligence collective pour trouver la meilleure solution, la meilleure voie de passage. Vous voyez toujours l'union comme un chemin possible, y compris aux prochaines échéances électorales. J'ai toujours été très unitaire et je le reste. Quel foutage de gueule. Mais ça, c'est le truc. Mais même Mélenchon, il va faire ça. Hein. Je vous le dis, hein. Tout le monde est unitaire. Tout le monde est unitaire. Mais c'est partout. C'est dans les syndicats, c'est dans les partis. Il n'y a personne qui dit non, l'unité, c'est de la merde. Personne ne dit ça. Mais les gens veulent l'unité sur leur ligne. Voilà. Moi, je suis unitaire. Même nous, on est unitaire. Nous, on est unitaire, hein, si tout le monde se range vers le programme le plus à gauche de la FI, voire un programme encore plus à gauche. Nous, on est unitaire de fou, il n'y a pas de problème, hein, c'est pas la souci. La question, c'est quoi les moyens de l'unité ? Si les moyens de l'unité, c'est comme on a dit, faire l'alliance de la carpe et du lapin et un centre mou, bah non, c'est pas ça, quoi. J'ai toujours été très unitaire et je le reste, les électeurs de gauche ne sont pas irréconciliables. Il faut les fédérer autour d'un projet qui les mène à gagner, pas seulement à témoigner. Je sais qu'il y a la tentation d'une gauche de résistance, des gens qui se recroquevillent un peu sur cette idée-là. Moi, ça ne m'intéresse pas. La vocation de la gauche, c'est de gouverner. La guerre des deux gauches commence. Non, mais c'est super. Non, mais la guerre des gauches. Il y a la guerre des Gaules et la guerre des gauches. Et ce qui est drôle, c'est qu'il dit pas quand même... c'est une gauche. Là, il est pas encore rentré là-dedans, islamo-gauche. Tu vois, il envoie pas des grosses attaques. Mais là, il arrive la gauche de témoignage, de résistance. Tu vois, il essaie de le faire montrer comme minoritaire par rapport à la gauche de gouvernement. C'est aussi il parle comme un mec qui n'aurait pas fait 1,75% aux dernières élections. Quand même, hein. C'est un moyen de ne pas s'aliéner, tu vois, quand même encore certains votes Mélenchon qui pourraient basculer en haut dans le graphique là. Mais tu comprends que la guerre est démarrée, c'est tout. Et on va la gagner. Exactement. Bon, sur ce, n'hésitez pas à donner sur le Tipeee, à vous abonner sur cette chaîne. Allez voir la capsule sur les noisettes, hein, si vous ne l'avez pas fait. Panique au royaume des noisettes. Vous pourrez voir notre vallée des noisettes, mais vous découvrirez le fameux baron des noisettes, la baronne de la noisette, le fou des noisettes aussi, aka Fabien Roussel. Voilà, vous allez découvrir plein de choses. Et rejoignez notre campagne Génération Plus Jamais PS en rejoignant le Telegram d'On ne veut plus et en essayant
d'élire un binôme paritaire si vous êtes un groupe de 15 pour aller coller des affiches fournies par La Brèche. Et sur ce, on vous dit à plus. Salut les gens. Salut